Voilà, le village olympique, c'était signé Thibaut Giangrande. Jean-François Lamour, bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait combien d'Olympiades? Alors c'était l'été, bien sûr. 4 jeux. 4 jeux. Commencé à Moscou en 80. Les Jeux de Moscou, oui. Oui, qui étaient des jeux très, très spéciaux déjà. Et les Jeux de 92 à Barcelone. Alors là, c'est la première fois que la Russie organise des Jeux d'hiver. Et qu'est-ce qu'on entend comme critique? Ça n'arrête pas? Oui, on voit bien qu'il y a une tension autour, non pas des Jeux en Russie, mais bien de la Russie elle-même et de son président, Vladimir Poutine. Et je crois que vouloir faire porter d'ailleurs sur les Jeux et ceux qui y participent beaucoup de pression, beaucoup de tension est une erreur. Pourquoi? J'ai vécu moi-même, en préparant Moscou, ce danger qui était celui que la France boycotte les Jeux totalement. Or, nous sommes allés, je le rappelle parce que c'est important et vraiment j'ai très mal vécu, nous sommes allés aux Jeux de Moscou, nous n'avons pas défilé, quand nous gagnions c'était sans l'hymne et sans le drapeau qui montait au-dessus du podium. J'ai très très mal vécu cet épisode, en gros, du début de ma carrière olympique, parce que je trouve qu'on ne peut pas faire porter sur les sportifs des relations internationales qui sont ce qu'elles sont. Si on doit vraiment considérer que M. Poutine et la Russie doivent être au banc de la société, ils doivent l'être pour tous les secteurs d'activité, les secteurs politiques, mais aussi les secteurs économiques. Il ne faut pas attribuer dans ce cas-là les Jeux d'hiver à la Russie. Ce sont les membres du CIO qui l'attribuent, qui sont normalement indépendant des pouvoirs politiques, mais on sait qu'il y a, oui, mais on sait qu'il y a effectivement, mais c'est normal d'ailleurs, des pressions, en tout cas des relations avec le monde politique, et c'est évident. Je vous rappelle juste un mot, c'est le président de la République du pays organisateur qui signe les garanties de bonne fin des Jeux. Donc par nature, les Jeux sont organisés avec une visibilité, une vision politique qui est évidente. Pierre Laurin, spécialiste de la Russie, je parlais de Poutine bashing. Et en même temps, il l'a bien cherché, le président russe, parce que depuis le début, c'est lui qui se met en avant. On a l'impression que ce sont ses propres jeux, les jeux Poutine. Il se met beaucoup en avant, effectivement, mais je pense qu'il fallait créer une dynamique en Russie autour de ces jeux, tout simplement parce que ce ne sont pas des jeux qui sont importants pour Poutine. À la limite, Poutine n'a pas besoin de ces jeux pour son image ou quoi. Il sait quelle est son image en Occident et il en profite beaucoup d'un point de vue international. Donc il n'a pas besoin d'améliorer une image, mais simplement il a besoin de potentialiser l'effet des jeux de manière à essayer de dynamiser l'économie russe, à faire venir enfin de véritables investissements, à désenclaver le Caucase, qui est l'une des épines que la Russie a dans le pied depuis de très nombreuses années. Donc c'est une vitrine, Sotchi, une vitrine sur la Russie. On va regarder la Russie autrement? Vraisemblablement, après les Jeux, il y aura un effet Sotchi. De la même manière qu'il y a eu un effet Pékin après les Jeux de Pékin. Au début aussi, il y avait beaucoup de critiques sur Pékin. Et puis bon, ensuite, les critiques se sont tues. Il y a eu donc les dépenser Jeux. 37 milliards d'euros, ça les vaut? Je crois que ce qui vaut les 37 milliards, c'est surtout les infrastructures qui ont été créées pour désenclaver le Caucase. Parce que dans le Caucase, il n'y avait pas d'activité, aucune activité. Au moins maintenant, il y aura une activité touristique avec des stations touristiques. Est-ce que ça vaut 37 milliards d'euros? Ça, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, les investissements qui ont été faits dans les infrastructures, eux, ils resteront. Mais à chaque fois, la facture explose. On va de record en record avec les Jeux Olympiques, aussi bien l'été que l'hiver. L'investissement ne vaut qu'au regard de l'héritage que laissent les Jeux dans un pays. On a 2 contre-exemples assez flagrants. Athènes, 2004, c'est une erreur. Il y a encore beaucoup d'équipements et beaucoup de zones occupées par les Jeux de 2004 à Athènes qui sont aujourd'hui en jachère. Ce sont des friches industrielles. Les Jeux de Barcelone, par contre, en 92, ont vraiment radicalement tourné la ville de Barcelone vers la mer, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et l'héritage est fantastique. Retourner aujourd'hui à Barcelone, la ville, elle s'est totalement transformée grâce aux Jeux. Donc, peu importe finalement ce qui est investi finalement, c'est un formidable coup d'accélérateur en matière d'aménagement et d'urbanisme. Là où vous metteriez peut-être 10-15 ans pour aménager un territoire, eh bien vous mettez 7 ans. Si nous avions eu les Jeux en 2012 à Paris, la plaine de Batignolles, par exemple, pour ne citer que cet exemple, il y a longtemps que cette plaine serait aménagée. On voit que on arrive tout juste aux 3 quarts. Oui. C'est pas que ça a pris du retard, c'est que les Jeux accélèrent énormément. Voilà. Alors ça a un coût. Et ça demande un effort qui est d'ailleurs pas simplement celui de la ville, mais c'est celui d'un État. Ça demande un effort très important, mais il faut bien reconnaître qu'en retour sur investissement, ça crée la dynamique. C'est aussi une image d'ailleurs laissée, une empreinte laissée par les Jeux. Et c'est très
surtout ce que cherche aujourd'hui maintenant le CIO, que ce soit le prédécesseur de Thomas Barr, Jacques Rogge, c'est laisser une empreinte, un héritage, et puis aussi, on l'a vu avec la Chine, faire en sorte enfin de dire qu'un pays est totalement dans le concert international. Ouais. La Chine en 2008, c'était ça. Des pays exclus. Comment est-ce qu'on peut exclure un pays de plus d'1 milliard d'habitants de la compétition olympique? Je crois que les Jeux de Pékin l'ont démontré. Alors, comme promis, nous partons à Sochi rejoindre notre consultant. Il fut vice-champion olympique, mais on garde ses titres olympiques à vie. C'est Sébastien Amier. C'était pour le slalom à l'époque. Bonsoir Sébastien. Quelle est l'ambiance dans le village olympique à Sochi à 24 heures de la cérémonie d'ouverture? Bonsoir à tous. Écoutez, ici, tout va bien. On a découvert le village comme vous pouvez le voir. C'est assez sympa. Tout a l'air de bien fonctionner. Et les moyens sont là. Donc voilà, on attend la cérémonie d'ouverture demain soir avec impatience pour vraiment lancer ces Jeux, cette belle quinzaine qui peut nous amener beaucoup de médailles pour la France. Alors justement, parlons un peu de médailles. Rappelons que c'est l'ami Chapuis, Jason l'ami Chapuis, qui sera demain le porte-drapeau pour les Français. Quelles sont nos chances de médailles? Des chances, on en a beaucoup. On a Jason Lamy Chapuis en super combiné, en ski nordique, pardon. On a Alexis Pinturo en ski alpin. Et puis, bien sûr, Simon Fourcade qui peut rafler beaucoup de médailles. Donc, on a plusieurs cartes à jouer. Je crois qu'on a des athlètes qui sont arrivés en pleine forme. Ils ont montré durant le début de saison qu'ils étaient capables de gagner en Coupe du Monde. Donc, ils arrivent en pleine confiance ici pour venir chercher la fameuse médaille avec un métal en or qui serait la plus belle récompense pour eux. Vous avez eu accès au site, les infrastructures sont prêtes. Ça ressemble à quoi? Oui, on a pu découvrir aujourd'hui l'entraînement descente avec une très belle piste, des très belles infrastructures. Tout a l'air très bien. On est allé sur le site du biathlon aussi hier. Les athlètes sont vraiment ravis, contents de leur logement déjà et surtout des pistes de compétition qu'ils auront. Tout est en place, la neige est là, le beau temps est là. Maintenant, c'est sûr qu'on fait un sport en extérieur et tout pourrait changer si le mauvais temps arrive. C'est ce qu'ils annoncent un peu pour le week-end et qui pourrait un peu gêner en tout cas la descente dès dimanche et puis peut-être les premières disciplines en biathlon. Alors un mot quand même sur le site géographique, parce que Sochi en fait c'est une station balnéaire, c'est un peu le Nice du Caucase si j'ose dire, et donc on va skier à 50 km quoi, on monte dans la montagne. Tout à fait, voilà, on se trouve à peu près à 1000 mètres d'altitude où je suis actuellement. Le sommet des pistes est à 2000 mètres d'altitude, donc on a quand même un beau dénivelé, des belles conditions d'enneigement. On n'est pas les pieds dans l'eau, c'est un peu comme si on était aujourd'hui à Nice avec des stations des Alpes du Sud à côté. Donc voilà, le site est fabuleux. Aujourd'hui, franchement, il y avait un grand ciel bleu, du soleil, c'était magnifique. Sébastien, vous restez avec nous quelques minutes. Pierre Laurent, on a beaucoup dit que rien n'était prêt, qu'au dernier moment, il y avait encore des chantiers à terminer. C'est vrai, ça? Oui, il y avait quelques chantiers à terminer, mais on a beaucoup exagéré. Ça fait partie du Poutine bashing aussi. Il y a eu beaucoup d'exagération. Maintenant, c'est vrai que dans les dernières semaines, les Russes ont mis les bouchées doubles pour que tout soit terminé à temps et dans de bonnes conditions. C'est une catastrophe écologique, l'aménagement de Sochi? Ça dépend de ce que disent les associations. Ben oui, mais qui a élu les associations aussi? Je crois que chacun prêche pour sa paroisse. Je crois que lorsqu'on apporte du travail dans une région, quelque part, ceux qui ont les salaires qui tombent se foutent un tout petit peu des escargots qui ne peuvent plus passer sur une route. D'accord, c'est dit ça. Jean-François Lamour, il y a aussi toute cette polémique sur le regard que la Russie et Poutine portent sur l'homosexualité. D'ailleurs, Ban Ki-moon, aujourd'hui même, pour l'ONU, a dit qu'il fallait élever notre voix contre les attaques sur les lesbiennes et les gays. Ça va être l'un des enjeux aussi politiques de ces Jeux. Oui, bien sûr, mais c'est tout le principe de l'universalité des Jeux Olympiques. Je crois qu'il faut que nous acceptions une forme de compromis et de consensus autour de la culture du pays, qui est le pays hôte des Jeux. Ou alors, il ne fallait pas leur offrir les Jeux, la possibilité d'offrir les Jeux. Moi, je suis tout à fait d'accord, d'ailleurs, pour que certains athlètes, dans le respect de la charte olympique, ceux qui ont des convictions et qui veulent les exprimer, le fassent. D'ailleurs, à Sochi. Pas dans le village olympique, pas sur les épreuves olympiques, mais ils peuvent le faire au travers d'interviews. Ce
qui me gêne beaucoup plus, c'est ceux qui appellent au boycott des Jeux, au travers de ce rapport et effectivement cette distance que nous prenons, à juste titre d'ailleurs, sur un certain nombre de propos tenus par des responsables russes en matière d'homosexualité. Parce qu'effectivement, nous ne partageons pas... Mais le boycott, c'est pas la solution. Surtout pas. Il faut aller sur place et puis dire c'est ce que je vous expliquais. Oui. On ne peut pas faire porter sur des sportifs une différence de culture ou des relations internationales que seuls les politiques peuvent. Il y a des dirigeants qui ne seront pas sur place. Je vais vous donner un exemple. Monsieur Hollande va se rendre dans quelques jours aux États-Unis, rencontrer Monsieur Obama. Je rappelle juste que la peine de mort existe encore aux États-Unis. Oui. Et pourtant, nous entretenons des relations importantes, j'allais dire même amicales, avec les États-Unis. Et on laisse le président de la République, je pense qu'il n'évoquera même pas ce sujet de la peine de mort. Arrêtons et pourtant, de faire la leçon aux autres, c'est ça? Oui, d'une part, je pense, premièrement, surtout quand on veut un jour accueillir les Jeux Olympiques, on aura besoin effectivement aussi que nous fassions comprendre notre propre culture, notre propre évolution de notre société. Je crois qu'il faut faire preuve d'humilité et surtout ne faisons pas porter sur les sportifs, au sens général du terme, une pression qu'ils n'ont pas à supporter, bien puisque c'est essentiellement des relations interculturelles ou encore une fois de politique internationale. Alors on parlait de François Hollande, il ne sera pas à Sochi, ni Barack Obama, ni le président allemand, ni David Cameron pour la Grande-Bretagne. Il y aura quand même 40 chefs d'État et de gouvernement demain présents à la cérémonie d'ouverture. Oui, effectivement, je crois que les chefs d'État que vous avez cités, finalement, ils auraient certainement été ravis d'y aller. La question, c'est vis-à-vis de leurs opinions publiques, ça la fout un peu mal, alors que, justement, la Russie et Poutine ont une très mauvaise réputation. Méritée ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, vis-à-vis de leurs opinions publiques, ils sont un tout petit peu coincés. Maintenant, en ce qui concerne la Russie et l'homosexualité, ce que je peux dire, c'est que l'homosexualité était punie par la loi à l'époque soviétique, qu'elle ne l'est plus aujourd'hui. Donc on a quand même progressé. Je pense qu'on a un peu progressé. Alors que nous entretenons des relations très cordiales, y compris sportives, avec des pays du Golfe Persique et d'Arabie, où l'homosexualité est toujours punie. Voilà, et le président Hollande d'ailleurs va dans ces pays-là. Oui. Donc là il y a un peu de poids, de mesure. Non, je crois qu'il faut encore une fois prendre toute la mesure de ce que représentent les Jeux Olympiques et de leur permettre effectivement d'évoquer, en particulier les sportifs, leurs convictions, mais sans être dans l'obligation de dire aux sportifs ce qu'ils ont à faire. Et je rappelle juste qu'en 80, quand on nous a expliqué que peut-être nous n'irions pas aux Jeux du fait que l'URSS avait envahi l'Afghanistan, je peux vous assurer que cela a été extrêmement mal vu. Quelles étaient les bonnes raisons de la France à ce moment-là de nous interdire d'aller aux Jeux? Nous retournons à Sochi. Sébastien Amier est toujours avec nous, notre consultant. Sébastien, quel est le programme? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà eu des épreuves. Le snowboard, je crois qu'il y a du patinage ce soir. Mais demain, c'est la cérémonie d'ouverture vers 17h. Voilà, tout à fait. On peut féliciter la petite Pauline Lafont qui s'est qualifiée pour la finale en ski de boss. Voilà, la toute jeune, elle a 15 ans, c'est ses premiers Jeux et ce ne sera pas ses derniers, je pense, à son âge. Et puis le patinage artistique dès ce soir. Entraînement descente demain, hommes et femmes. Et puis dimanche, le lancement avec la première épreuve vraiment du ski alpin, la descente homme. Merci Sébastien et de bons jeux sur place que vous allez nous faire vivre sur BFM TV. Les pronostics, une quinzaine de médailles, c'est raisonnable Jean-François? C'est un bel objectif. Voilà, oui. C'est un bel objectif pour une équipe de France qui est, on le voit, qui est en renouveau, avec de très beaux espoirs. Malheureusement, eu quelques blessures aussi avant les Jeux. Mais voilà, on le sait, il y a un très bon état d'esprit. Et ça, vous savez, cet état d'esprit-là, ça peut vraiment faire passer d'une place honorable de 4e à un podium, voire même à une médaille d'or. C'est ce qu'on peut leur souhaiter. Pierre Laurent, j'imagine que Poutine a mis de la pression sur l'équipe russe. Il faut des médailles. Bien entendu qu'il faut des médailles, mais généralement... Ça fait partie aussi du marketing et de la communication autour de ces Jeux. Il y a un effet d'entraînement évident autour des Jeux Olympiques et le pays organisateur est forcément favorisé. Et les Russes, ils sont fiers d'accueillir, parce qu'on parle de Poutine, on parle assez peu de la population russe. Est-elle fière d'accueillir ces Jeux d'hiver pour la première fois? Oui, ce qui la rend surtout fière, c'est que les choses aient été faites à temps et que tout soit formidable et que tout marche bien. S'il y avait des incidents, peut-être qu'elle serait moins fière après coup. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il y a une fierté nationale, la même fierté qu'il y a eu à Londres et dans d'autres pays. Je crois que là, tout le monde, toutes les populations du monde sont égales à l'égard des Jeux Olympiques. C'est la force des Jeux Olympiques.
Ah oui, oui. Et vous pouvez pas vous savoir à quel point je regrette encore qu'on n'ait pas pu les organiser en 2012, vraiment. Ça arrivera peut-être plus tard. Je l'espère, vraiment. Merci Jean-François Lamour, merci Pierre Laurin. Dans un instant, route